Il existe une forme particulière d'amnésie qui semble frapper certains politiciens populistes. Une condition où les leçons durement acquises de la théorie du commerce international, des leçons qui tiennent depuis 2 siècles, sont simplement balayées au profit d'une fantaisie mercantiliste primitive. Nous assistons à ce spectacle en temps réel et les résultats seraient presque comiques si les enjeux n'étaient pas aussi terriblement élevés. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est la guerre commerciale soudaine, erratique et profondément autodestructrice menée contre le Canada, notre voisin, notre allié et surtout le pilier indispensable de la chaîne d'approvisionnement industrielle américaine. Nous observons actuellement un spectacle qui combine la subtilité géopolitique d'une masse avec la compréhension économique d'un bullioniste du XVIIe siècle. La posture récente de l'administration, caractérisée par des menaces de tarifs douaniers de 25% et des discussions imprudentes sur l'annexion, révèle une incompréhension fondamentale du fonctionnement réel de l'économie mondiale moderne. Elle traite le commerce comme un jeu à somme nulle de domination et de soumission, plutôt que comme un réseau complexe de dépendance mutuelle. Et nulle part cette incompréhension n'est plus dangereuse ou plus immédiate que dans le secteur des minéraux critiques. Regardons les chiffres, car contrairement au discours enflammé de la Maison-Blanche, l'arithmétique de la balance des paiements ne se soucie pas de vos sentiments. En 2023 seulement, les États-Unis ont payé 83,8 milliards de dollars au Canada pour des minéraux critiques. Ce n'est pas une somme triviale. C'est le témoignage d'une réalité structurelle qu'aucun décret présidentiel ne peut faire disparaître. L'Institut d'études géologiques des États-Unis a identifié 60 minéraux comme étant critiques pour notre économie et notre sécurité nationale en 2025. Ce ne sont pas juste des roches, ce sont les ingrédients fondamentaux de l'économie du XXIe siècle. Ce sont les composants des semi-conducteurs, des batteries de véhicules électriques, des systèmes de défense et des infrastructures d'énergie renouvelable. Et voici la partie silencieuse et terrifiante que l'administration semble déterminée à ignorer. Pour 12 de ces minéraux, les États-Unis dépendent à 100% des importations. Nous n'en produisons aucun sur notre territoire. Pour 29 autres, nous importons plus de la moitié de ce que nous utilisons. Lorsque vous examinez cette liste de dépendances et que vous retirez la Chine, dont nous essayons de nous découpler pour des raisons géopolitiques évidentes, il vous reste exactement un partenaire viable, le Canada. Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est un accident de géologie. Le cercle de feu du nord de l'Ontario est une merveille géologique contenant du nickel, de la chromite, du zinc, du platine et du cuivre. La Colombie-Britannique abrite la fonderie de Trail, la seule installation en Amérique du Nord produisant du dioxyde de germanium. La Saskatchewan est un centre mondial pour les éléments de terre rares et l'uranium. Ce ne sont pas simplement des actifs économiques pour le Canada. Ce sont des nécessités existentielles pour les États-Unis. Et pourtant, la stratégie émanant de Washington semble être une stratégie d'aliénation délibérée. Le 1er février 2025, l'administration a imposé des tarifs de 25% sur les importations canadiennes, avec une exemption généreuse de 10% pour l'énergie et les minéraux critiques. Cela a été présenté comme une démonstration de force, une tactique de négociation du prétendu maître de l'accord. En réalité, c'était un aveu de faiblesse. Cette exemption n'était pas de la générosité, c'était de la panique. Un tarif complet de 25% sur les minéraux aurait été une crise cardiaque immédiate auto-infligée pour la base industrielle américaine. Cela aurait bloqué les entrepreneurs de défense, les constructeurs automobiles et les usines de semi-conducteurs, même que nous subventionnons avec des milliards. Prenons le cas du nickel, un métal qui est essentiellement devenu le pétrole de la transition vers l'énergie verte. Environ la moitié de l'approvisionnement en nickel de l'Amérique provient du Nord. Nous avons exactement une mine de nickel en exploitation dans tout le pays, la mine Eagle au Michigan. Mais voici le détail qui illustre l'absurdité du protectionnisme commercial dans un monde mondialisé. Les États-Unis n'ont pas une seule raffinerie de nickel opérationnelle, pas une seule. Donc, le minerai que nous extrayons du sol au Michigan doit être expédié à Sudbury, au Canada, pour être raffiné avant de pouvoir être revendu aux fabricants américains.
Nous l'extrayons, l'expédions et le rachetons. C'est la chaîne d'approvisionnement que nous menaçons de faire exploser. Lorsque nous imposons des tarifs sur les produits canadiens ou que nous nous livrons à des insultes diplomatiques qui provoquent des représailles, nous ne taxons pas les étrangers. Nous taxons la Ford Motor Company, General Dynamics et la construction de chaque éolienne et de chaque avion de chasse qui sort d'une chaîne de montage américaine. La croyance que nous pouvons simplement intimider le Canada pour qu'il se soumette ignore le fait que dans cette relation spécifique, c'est lui qui détient les cartes. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, ne bluffait pas lorsqu'il s'est présenté devant des dirigeants miniers et a appelé les minéraux critiques la clé de voûte du Canada. Il sait exactement où se situe le levier de pouvoir. La menace ici n'est pas seulement des prix plus élevés, ce qui serait déjà suffisamment inflationniste, un exemple typique de choc d'offres que la Réserve fédérale ne peut rien faire pour contrer. La menace est l'indisponibilité physique. Le leadership de la Colombie-Britannique a déjà averti que si les tarifs américains s'intensifient, le Canada pourrait imposer des restrictions à l'exportation. Prenons le germanium comme étude de cas. C'est un métalloïde auquel vous ne pensez probablement pas souvent, mais votre vie en dépend. Il entre dans la fabrication de la fibre optique, des systèmes infrarouges et des panneaux solaires. L'armée américaine en dépend pour les systèmes de ciblage par imagerie thermique. Nous avions l'habitude d'obtenir une part importante de notre germanium de la Chine. Mais fin 2024, Pékin a reculé, transformant effectivement sa domination du marché en armes. Cela a laissé le Canada, qui fournit environ 23% de nos besoins. Si le Canada décide de restreindre les exportations de germanium de l'installation de Trail, la seule de son genre sur le continent, il n'y a pas de plan C. Il n'y a pas d'autre robinet à ouvrir. Nous ferions face à une pénurie immédiate et paralysante d'un matériau essentiel à la fois pour notre réseau de télécommunications et notre défense nationale. Cela nous amène à l'idée plus large, semblable à un zombie qui refuse de mourir dans la politique américaine. La notion que les déficits commerciaux sont intrinsèquement mauvais et que la domination énergétique peut être atteinte de manière isolée. Les États-Unis sont le premier producteur mondial d'énergie nucléaire, mais nous ne pouvons pas extraire suffisamment d'uranium pour faire fonctionner nos propres réacteurs. Nous sommes le deuxième plus grand importateur d'uranium du Canada. Il y a une contradiction profonde dans une politique qui promeut la libération de l'énergie américaine tout en se disputant simultanément avec le principal fournisseur du combustible nécessaire pour générer cette énergie. C'est un niveau de dissonance cognitive qui serait impressionnant s'il n'était pas si dangereux. Un rapport de février 2025 du Centre d'études stratégiques et internationales l'a exposé en termes sans équivoque. Les États-Unis importent entre 50 et 100% de 41 minéraux critiques prioritaires. Le triumvirat du Canada, du Mexique et de la Chine représente 40 et 1% de nos importations totales de minéraux. Avec la Chine déjà en guerre commerciale et le Mexique confronté à ses propres problèmes de stabilité interne, le Canada est le dernier adulte dans la pièce. C'est le seul partenaire possédant les réserves, l'infrastructure, la stabilité juridique et la capacité de traitement pour maintenir la machine américaine en marche. Et pourtant, nous voyons l'administration s'engager dans un jeu de poulet avec une falaise. Si le Canada devait restreindre les exportations de terres rares, ces 17 éléments qui sont la poussière magique de la fabrication high-tech, l'impact serait instantané. La Chine contrôle la grande majorité du traitement mondial des terres rares. Les États-Unis n'en produisent presque aucune. L'un des rares centres de traitement en dehors de la Chine se trouve en Saskatchewan. Si nous perdons l'accès à cela, les fabricants chercheront autour du globe et trouveront toutes les autres portes verrouillées. Les chaînes de production de moteurs électriques, de systèmes de guidage de missiles et d'éoliennes ne s'arrêtent pas poliment pendant que les politiciens renégocient des accords commerciaux. Elles se bloquent, les contrats sont sont annulés, les coûts explosent. C'est le scénario cauchemardesque du choc d'offres. Une contraction simultanée de l'offre et une explosion des coûts entièrement motivée par des erreurs politiques discrétionnaires. On doit se demander quel modèle économique les architectes de cette politique utilisent. Ce n'est certainement pas un modèle qui reconnaît la complexité des biens intermédiaires.
Dans le monde fantaisiste du protectionniste, vous mettez un tarif sur une voiture finie et les Américains achètent pas des voitures américaines. Dans le monde réel, vous mettez un tarif sur l'aluminium canadien ou menacez l'approvisionnement en cobalt canadien et vous rendez la construction d'une voiture américaine plus chère qu'une voiture allemande ou japonaise. Vous subventionnez effectivement vos concurrents étrangers en paralysant vos propres coûts de chaîne d'approvisionnement. Le marché du cuivre offre une autre illustration sombre. Le Canada a exporté environ 4 milliards de dollars de cuivre en 2024. Le cuivre est le système nerveux de l'économie électrifiée. Il traverse tout. Si vous perturbez ce flux, vous ne faites pas que nuire à un secteur spécifique. Vous introduisez une friction dans tout le moteur macroéconomique. Ce que nous observons, c'est la collision d'une idéologie politique qui considère les relations internationales comme un test de virilité contre les dures réalités de la géologie. La grande théorie de l'homme providentiel s'écrase contre le tableau périodique des éléments, et ce sont les éléments qui gagnent. L'administration semble croire que parce que les États-Unis sont la plus grande économie, ils détiennent inévitablement le fouet. Mais dans l'économie de la chaîne d'approvisionnement, le levier n'est pas déterminé par le produit intérieur brut. Il est déterminé par les points d'étranglement. Et le Canada se trouve sur ces points d'étranglement lorsque vous dépendez d'un voisin pour les matériaux mêmes qui permettent à votre armée de voir dans l'obscurité et à vos citoyens de communiquer. Vous ne les menacez pas d'annexion. Vous ne les insultez pas. Vous vous intégrez. Vous coopérez. Vous reconnaissez que votre prospérité est inextricablement liée à la leur. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de votre attention.